Daryl Henderson était assis à sa place habituelle sur la terrasse extérieure chauffée d'un petit pub, sirotant une bière et méditant sur sa vie. Il aurait préféré être à l'intérieur, mais l'interdiction de fumer de 14 ans rendait cela impossible, ce qui le frustrait beaucoup. Au moins, il n'était plus à Manchester, où même fumer en extérieur était interdit. Venant de terminer son voyage bi-hebdomadaire à Londres, une tâche qui avait occupé la majeure partie de sa journée, Daryl rentrait chez lui après le travail. Il avait planifié stratégiquement un voyage nocturne vers le sud pour éviter les embouteillages sur la M1. Même s'il rentrerait tôt le lendemain matin après un bref repos, le voyage le laisserait quand même épuisé. Après un trajet de 3h30 vers le nord, il remit la voiture au répartiteur et rentra chez lui, s'arrêtant en chemin pour une pinte et une cigarette. Daryl avait commencé à travailler comme chauffeur pour Acme UK il y a environ 5 ans, en grande partie grâce à sa femme depuis 6 ans, Cynthia, qui travaillait au service administratif de l'entreprise. En réfléchissant à sa vie avec Cynthia, Daryl se demandait quel serait leur avenir. Il connaissait cette rousse pleine de vie depuis la plupart de sa vie, et ils étaient tombés amoureux lors de leur dernière année d'école. Alors que Cynthia fréquentait l'université, il travaillait comme chauffeur pour une autre entreprise locale. Ils se sont mariés après sa remise de diplôme, et Cynthia a décroché un emploi chez Acme. Un an plus tard, elle a encouragé Daryl à postuler pour un poste de chauffeur chez Acme. Lors de son entretien, il a été stupéfait de se voir offrir le triple de son salaire précédent. La seule condition était le contrat de travail de 10 ans, quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Cependant, il a jugé que la sécurité de l'emploi pour une décennie était une bonne chose. Cynthia lui a informé que la maison mère aux États-Unis offrait généralement des contrats à vie, une pratique adoptée des entreprises japonaises, alors il a signé. Avec leurs revenus combinés augmentés, le couple a pu acheter une maison à Sheffield. Bien sûr, elle était un peu petite, mais assez neuve et équipée de tous les appareils modernes. Il y avait aussi un joli jardin, ce qu'il appréciait. Mieux encore, la maison était plus proche de leur lieu de travail. Né et élevé à Manchester, il lui avait fallu un peu de temps pour s'habituer au dialecte de Sheffield, mais il avait finalement pris le pli. Les choses se passaient bien et ils envisageaient même la possibilité de fonder une famille. Cependant, il y a environ 3 mois, tout cela a dû être mis en attente lorsque Cynthia a annoncé qu'elle était en train d'être envisagée pour un poste au sein de l'équipe de soutien à la direction. Il n'avait jamais entendu parler d'une telle équipe, alors il lui a demandé des explications. Ses réponses étaient vagues, pour le moins. Comme son nom l'indique, c'est une équipe qui apporte un soutien à la direction de l'entreprise, a-t-elle dit. Mais quel genre de soutien exactement, a-t-il demandé. Eh bien, toute l'aide dont la direction a besoin pour faire son travail. Se rendant compte qu'il n'obtiendrait pas de réponse claire, il a abandonné le sujet. Mais il restait inquiet. Environ un mois plus tard, elle est rentrée à la maison et a annoncé qu'elle avait été acceptée. Non seulement vais-je obtenir une promotion importante, mais toi aussi, s'exclama-t-elle. Moi, demanda-t-il. Je suis contente d'apprendre cela, mais pourquoi devrais-je avoir une augmentation à cause de ta promotion ? En guise de compensation, dit-elle. Le poste nécessite beaucoup de déplacements et c'est la façon de remercier l'entreprise pour mon temps loin de la maison. Combien de voyages y aura-t-il ? Beaucoup, en fonction des projets, dit-elle. En fait, je vais à Londres pour étudier pendant 3 semaines. Je pars ce vendredi. 3 semaines ? Cela fait longtemps, dit-il. Il y a beaucoup à apprendre, dit-elle. Eh bien, j'ai un voyage à Londres. Peut-être que je pourrais passer te voir et qu'on pourrait se retrouver un moment pendant que j'y suis, dit-il. Elle secoua la tête. Désolé, mon cher, mais je crains que ce ne soit pas possible. On m'a dit que la formation serait très intensive et que l'entreprise ne voulait pas que j'aie de distraction, dit-elle. Oh, dit-il, déçu. Et les week-ends ? Le planning est très serré, surtout les week-ends. C'est clair. Pourrais-je au moins t'appeler de temps en temps ? Demanda-t-il, désapprouvant ce qu'elle disait. Je vais essayer. On m'a dit que je ne pourrais pas avoir mon téléphone portable partout, mais je pourrais t'appeler une fois par semaine, dit-elle. Une fois par semaine ? C'est tout ? C'est fou, s'exclama-t-il. Désolé, mon cher. Ce sont les règles. Je ne peux rien y faire, dit-elle. Oui, tu peux, lui dit-il. Tu peux refuser la nomination. Non, je ne peux pas faire ça, dit-elle. J'ai déjà été acceptée dans l'équipe.
Si je refuse, on pourrait tout perdre et finir en Antarctique ou ailleurs. Je n'aime pas ça, dit-il. Je n'aime pas du tout ça. Je sais et je comprends, dit-elle doucement. Je n'aime pas ça non plus, mais tout ira bien. Fais-moi confiance. Tu me crois, n'est-ce pas? Oui, je te crois, dit-il, en la serrant dans ses bras. Je n'aime juste pas être loin de toi. Tu es ma vie et je t'aime, tu le sais. Je sais et tu es ma vie. Je t'aime aussi et je te le promets, je me ferai pardonner, dit-elle. Ces 3 semaines furent les plus difficiles de sa vie. Cynthia l'appelait une fois par semaine pour une conversation de 5 minutes à peine suffisante pour dire quelque chose d'important. Oui, il aimait voir l'argent supplémentaire sur son salaire, mais cela ne compensait guère le lit vide dans lequel il dormait chaque nuit. Et cela ne compensait pas les week-ends solitaires. Ennuyé et déprimé, il se rendit à Meadow Hall, un immense centre commercial au nord du centre-ville, et fit un peu de shopping, s'arrêtant pour un burrito dans un restaurant du Lower Oasis Dining Carté. Finalement, Cynthia rentra chez elle après son séjour de 3 semaines à Londres. Elle semblait pleine d'énergie après cette expérience, mais il remarqua aussi quelques changements au lit. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda-t-il alors qu'ils étaient dans les bras l'un de l'autre. « Tu te plains » demanda-t-elle avec un sourire malicieux. « Pas du tout. Je n'ai simplement jamais vu ça chez toi, dit-il. Tu m'as tellement manqué, dit-elle, et je voulais que mon retour soit spécial pour toi. C'est sûr, dit-il. Au cours des semaines suivantes, Cynthia commença à être plus souvent absente de la maison qu'auparavant. Il ne savait pas ce qu'elle faisait et elle n'a rien dit de significatif. Puis un jour, elle est rentrée à la maison et a annoncé qu'ils étaient invités à un dîner avec des cadres sélectionnés organisé par Graham Barton, PDG d'Acme UK. Suis-je invité aussi, a-t-il demandé, un peu surpris que le PDG ait invité le chauffeur à un tel événement. Bien sûr, a-t-elle répondu. J'espère que ça ne te dérange pas, mais je me suis permis de louer un smoking pour toi. Tu as loué un smoking pour moi, a-t-il demandé. Certainement. Je t'achète des vêtements depuis 6 ans maintenant. Je pense connaître toutes tes mensurations, a-t-elle dit. Et maintenant, pourquoi ne prendrais-tu pas une douche et ne commencerais-tu pas à te préparer? Nous devons être là-bas à 18h30. Il lui a souri. Je suis déjà en route, a-t-il dit. Il prit une douche, enfila le smoking qu'elle avait loué pour lui et resta bouche bée en la voyant porter la petite robe noire. Elle était dos nu et l'avant était retenu par une bretelle qui passait autour du cou. La robe était très courte, mettant en valeur ses belles jambes longues. Tu es tellement délicieuse que j'aurais envie de te dévorer, a-t-il dit. Pourquoi ne restons-nous pas à la maison et je te dévore pour le dîner? Elle sourit à cela. Calme-toi, chérie, dit-elle. Peut-être plus tard si tu es sage. Ils ont quitté la maison et se sont dirigés vers la grande maison de Graham. Il était stupéfait par sa taille. Remettant les clés de la voiture au valet, il prit le bras de Cynthia et l'entraîna à l'intérieur, où un grand homme musclé en smoking les accueillit. Daryl le reconnut immédiatement comme étant Graham Barton. « Monsieur Henderson, dit Graham avec un sourire chaleureux. Je suis tellement content que vous et votre charmante épouse ayez pu nous rejoindre ce soir, dit-il en serrant la main de Daryl. Entrez et faites comme chez vous. Merci, monsieur Barton, dit Daryl. Enchanté de vous rencontrer, monsieur. Oh, appelez-moi simplement Graham, dit le PDG. Ils entrèrent dans une grande pièce où plusieurs cadres et ce que Daryl supposait être leurs conjoints étaient déjà rassemblés. Une femme plutôt grande et séduisante d'environ 35 ans s'approcha d'eux. Cynthia, ma chère, c'est tellement agréable de te revoir, dit-elle avec un sourire. Et voici votre mari, dit-elle en se tournant vers Daryl. J'ai tellement entendu parler de vous. C'est enfin un plaisir de vous rencontrer, ajouta-t-elle en lui tendant la main. Il prit sa main et la serra. Daryl, voici Jean Stein, dit Cynthia. Elle dirige l'équipe de soutien à la direction et a été ma mentor à Londres. Enchanté de vous rencontrer, mademoiselle Stein, dit-il avec un sourire. Appelez-moi simplement Jean, dit-elle en souriant à son tour. Oh, je crois qu'ils servent le dîner, dit-elle en regardant sur le côté. Daryl et Cynthia virent les autres se diriger vers une autre pièce et les suivirent. Ils s'assirent et apprécièrent les plats qui leur étaient servis. Lorsque le dîner prit fin, tout le monde se leva. Je pense qu'il est temps de faire connaissance avec le nouveau membre de l'équipe de soutien à la direction, annonça Graham au groupe. Tout le monde sourit et commença à quitter la pièce.
Cynthia se tourna pour partir et Daryl fit de même. Mais Graham le retint. « Monsieur Henderson, dit-il discrètement. Où puis-je t'appeler Daryl ? » Daryl fera l'affaire, monsieur, dit-il. Alors Daryl, pourquoi ne viendrais-tu pas dans mon bureau un instant ? Daryl regarda Cynthia, qui le regarda en retour. Elle hocha la tête et continua son chemin. Perplexe, Daryl se tourna vers Graham. D'accord, dit-il. Les deux hommes entrèrent dans une autre pièce et Daryl ferma la porte derrière eux. Ça ne prendra pas longtemps, Daryl, dit Graham. Je crois qu'il est temps de te mettre au courant de ce qui se passe ici ce soir. Comme tu le sais, ta femme est la nouvelle membre de l'équipe de soutien à la direction. Je le sais déjà, monsieur Barton, dit Daryl. Sais-tu ce que fait cette équipe, Daryl ? Demanda Graham. Cynthia a dit que leur travail est de soutenir la direction de l'entreprise. Exact, mais il y a autre chose. Elle fournira tout service dont la direction a besoin ou désire, si tu vois ce que je veux dire. Et elle fournira ses services à tout moment, jour et nuit. Je ne vous comprends pas, monsieur, dit Daryl. Daryl, tu es quelqu'un d'intelligent. Je suis sûr que tu as déjà deviné quel service ta femme fournira. En fait, elle est en train de se préparer à servir la direction. Ils attendent juste mon arrivée. En tant que PDG, j'ai le droit d'être le premier en ligne, pour ainsi dire, dit-il. Alors que Daryl écoutait, il commençait à comprendre ce qui était attendu de Cynthia. Il regarda Graham, stupéfait. « Attends, tu vas coucher avec ma femme ?» demanda-t-il. « Bien sûr, » répondit Graham. « Et le reste fera de même. Quand nous aurons fini ici, nous l'emmènerons dans certaines de nos succursales et nous la présenterons à la direction là-bas. Nous pourrions décider de faire un tour de nos installations principales. » Daryl le regarda, la colère s'embrasant dans son cœur. Il serra les poings. « Vous ne pouvez pas faire ça, » Daryl dit. « Il est trop tard, » dit Graham. « Ta femme a déjà accepté cela. Tu veux dire qu'elle était au courant depuis le tout début ? Bien sûr que je le savais. Je comprends que c'est un choc pour toi et je comprends ce que tu ressens. C'est pourquoi nous avons autorisé une augmentation supplémentaire de ton salaire. Le conseil d'administration a également accepté de payer tes impôts municipaux pendant que ta femme nous sert, dit Graham. Il ne s'agissait que de gagner 800 livres par an. Bien sûr, gagner 800 livres était gagner 800 livres, mais en regardant le luxe du domaine de Barton, cela semblait être une plaisanterie comparée à ce qu'il sacrifierait. Au fond, Daryl savait qu'il ne vendrait jamais son honneur à Cynthia pour de l'argent, mais en regardant ce montant, il sentait que sa rancœur ne faisait que s'accroître. Et si je décidais de demander le divorce ? Ce serait extrêmement imprudent, Daryl, dit Graham, pour vous deux et pour Cynthia. Pourquoi ? Allez-vous nous licencier ? Graham rit à cette idée. Non, votre contrat de travail exclut cette possibilité. Mais je vous assure qu'après que vous serez tous les deux à vos nouveaux postes, vous souhaiteriez que nous vous licencions. De plus, il y a d'autres considérations. Sur l'autoroute M1 la nuit, toutes sortes de mauvaises choses peuvent arriver, et certains articles de votre cargaison pourraient également disparaître. Ils pourraient se retrouver chez vous ou chez votre mère à Manchester. Daryl regarda Graham, choqué. Oui, je sais que vous rendez visite à votre mère périodiquement. Une femme remarquable, pour ainsi dire. Daryl était d'accord avec l'opinion de sa mère. Elle est venue en Angleterre en tant qu'adolescente dans les années 1950 lorsque ses parents ont émigré des Caraïbes. Ils travaillaient dans les usines du Lancashire et ont économisé suffisamment d'argent pour qu'elle puisse aller à l'université, la première de sa famille à y aller. Là-bas, elle a rencontré son mari et ils se sont installés à Manchester, où ils ont élevé leur famille, et maintenant ce scélérat la menaçait. Le sang de Daryl commença à bouillir dans ses veines et son visage rougit. « Êtes-vous prêt à piéger ma mère et moi juste pour coucher avec ma femme ?» demanda Daryl, prêt à écraser le visage du vieil homme contre le sol. « Ce n'est qu'avec grande réticence, » dit Graham. « D'un autre côté, vous êtes l'un de nos meilleurs chauffeurs. Vous pourriez bien être promu, peut-être au poste de chauffeur principal ou même de superviseur d'équipe. J'ai entendu dire qu'un tel poste sera bientôt disponible. C'est à vous de décider. » Soudain, il sourit et changea de ton. « Écoutez, Daryl, je comprends ce que vous ressentez. Croyez-moi, je vous comprends. Je comprends à quel point cela sera difficile pour vous. Mais Jean m'a dit que votre femme était l'une des étudiantes les plus enthousiastes. Elle est entre de bonnes mains.
Nous prendrons bien soin d'elle et nous vous la rendrons dans 2 semaines environ. Dans 2 semaines, demanda Daryl. Ou environ, ajouta Graham. Regardez, si cela peut vous consoler, les femmes de l'équipe de soutien à la direction sont très respectées et sont maintenues dans les meilleures conditions possibles. Sans elles, nos dirigeants ne seraient pas aussi motivés et concentrés. Et leurs maris sont également très respectés au sein de l'entreprise. Vous n'avez rien à craindre. Puis-je au moins lui dire au revoir ? Demanda Daryl. J'ai bien peur que ce ne soit pas prudent, Daryl. La porte s'ouvrit et 3 grands hommes en costume sombre entrèrent dans la pièce. Écoutez, pourquoi ne pas partir avec ces messieurs très aimables ? Ils vous conduisent à la porte. Votre voiture vous attend déjà. Rentrez chez vous, détendez-vous et buvez une tasse de thé chaud. Continuez votre bon travail et tout ça, dit-il en libérant Daryl d'une légère tape dans le dos. Les énormes gardes regardèrent Daryl sans expression et lui firent signe de quitter la pièce. Il quitta le bureau, un garde de chaque côté et un 3e derrière lui. Il atteignit la porte d'entrée et fut pratiquement poussé dehors dans l'air nocturne. Stupéfait, il monta dans la voiture et rentra chez lui. C'était il y a 18 jours. Depuis lors, il a reçu 3 cartes de Cynthia et une vidéo par email. L'email était bref et direct. « Je vais bien, ne t'inquiète pas. Je reviendrai quand je le pourrai. Bisous, Cyn. » Cependant, la vidéo s'est révélée être une affaire complètement différente. Elle durait plus de 2 heures et semblait être une compilation de ses exploits sexuels avec les cadres. Daryl était dévasté, blessé et humilié. Comment Cynthia avait-elle pu lui faire cela ? Il envisagea plusieurs fois de contacter un avocat mais se souvint des paroles de Graham. Il continua ses trajets et prit des heures supplémentaires pour ne pas rentrer dans une maison vide qui n'avait plus aucun sens pour lui. Et puis aujourd'hui, alors qu'il remplissait son camion de diesel à Londres, il fut abordé par 3 agents de sécurité, une femme à l'accent irlandais et 2 hommes, dont l'un parlait avec un fort accent américain. Depuis quand le service de sécurité britannique embauche-t-il des Américains ? Se demanda-t-il. Ils lui posèrent des questions sur l'entreprise, son travail et le travail de Cynthia. Il répondit principalement en généralité, ne voulant pas contrarier qui que ce soit de mon 5 ou de mon 6 et ne voulant pas donner accidentellement trop d'informations sur l'entreprise. Devenir une cible pour la sécurité était la dernière chose dont il avait besoin. Bien sûr, il n'avait aucune idée d'où se trouvait Cynthia maintenant ou quand elle reviendrait. Il semblait accepter ce qu'il leur avait dit et partir. Nerveusement, il finit de faire le plein d'essence et prit l'autoroute en direction du nord. Il regarda dans le rétroviseur et pensa qu'une voiture le suivait. Nervosité, paranoïa, peut-être, mais il n'allait pas risquer de leur donner une raison de le cibler. Le voyage vers le nord fut long et épuisant, encore plus que d'habitude. Il était constamment à l'affût de machines qui pourraient le suivre, de clics ou de bruits inhabituels sur son téléphone ou d'autres signes indiquant que les hommes de Graham ou le personnel de sécurité le surveillaient. Il réalisa maintenant qu'il était en probation et comprit qu'il voulait savoir s'il causerait des problèmes. Il croit probablement que s'il se résigne et se laisse piétiner après la première mission de Cynthia, alors il s'est effectivement résigné à être un cocu pour l'entreprise. On ne peut pas attendre, sourit-il. Mais que puis-je faire ? Finalement, il retourna à la base et rendit le camion. Sa prochaine destination était son pub préféré où il allait boire une bière. Il pensa qu'une voiture le suivait et remarqua qu'elle était garée en face du pub. Peu importe qui ils sont, qu'ils perdent leur temps à m'espionner, pensa-t-il. Il sortit de la voiture, entra à l'intérieur, utilisa les toilettes et commanda une pinte de sa boisson préférée. Puis il sortit dehors où il put fumer une cigarette en paix. Il fut ramené à la réalité par la voix d'un homme. « Désolé, mon pote. Ça te dérange si je me joins à toi ?» demanda l'homme. Il leva les yeux et vit un homme grand et maigre en tenue western avec un long trench coat et un vieux chapeau de cow-boy. Il ressemblait à un personnage d'un vieux western américain. Stupéfait, Daryl resta sans voix pendant plusieurs instants. « Oui, bien sûr. C'est un pays libre, dit-il, se demandant pourquoi l'homme avait choisi cette table alors que la plupart des autres étaient libres. L'homme s'assit, posant une pinte de bière sur la table. « Ça te dérange si je fume ?» demanda l'homme avec un fort accent texan. « Pas du tout, » répondit Daryl, essayant de s'habituer à l'étrange accent de l'homme. Il avait entendu des accents texans dans des films, mais c'était une expérience complètement différente que de les entendre en direct.
L'homme sortit un paquet de cigarettes, en prit une pour lui, puis en offrit une à Daryl. Il regarda le paquet et vit qu'il était simplement écrit « J.O.P. ». « Allez, elle ne va pas te mordre », dit l'homme avec un sourire. « Mon propre mélange spécial, j'ai travaillé dessus pendant des années avant de le perfectionner enfin. » Daryl prit lentement la cigarette offerte. Il n'avait jamais fumé de cigarettes américaines auparavant et se demandait un instant si c'était sans danger. L'homme prit une allumette dans une petite boîte, l'alluma sur son gant et l'approcha de Daryl. Après avoir allumé sa cigarette, l'homme alluma la sienne et tira une longue bouffée. « Rien de tel qu'une bonne bière et une cigarette pour finir la journée, dit-il. Il prit une longue gorgée de sa chope et la reposa sur la table. Pas mal. Le barman dit que c'est de la bière locale. Je m'appelle Peace, Justice O. Peace. Mes amis m'appellent Ellie, dit-il en tendant la main. Daryl la serra. Il s'apprêtait à se présenter, mais Justice l'arrêta. Laisse-moi deviner, dit le cow-boy. Tu dois être Daryl Henderson, n'est-ce pas? Oui, répondit Daryl. Comment le sais-tu? Il remarqua l'étoile sur la chemise de Justice et se demanda si l'homme était un policier. Tu es flic ou quelque chose du genre? Demanda-t-il. Justice rit. Non, ça l'était autrefois, il y a longtemps. J'ai travaillé avec les meilleurs, répondit-il. Tu sembles être un homme honnête, Daryl. Décent, travailleur, quelqu'un qui met la famille en premier. Tu travailles chez Acme depuis 5 ans? Oui, confirma Daryl. Es-tu sûr que tu ne fais pas partie de mes 5 ou quelque chose comme ça? Justice rit bruyamment. Je n'ai pas deviné, mon pote. Je travaille pour une puissance bien plus élevée. Je peux apprendre beaucoup sur une personne rien qu'en regardant dans ses yeux. Et tu as l'air d'une personne tourmentée par quelque chose. Quelle est cette ombre qui plane derrière toi, Daryl Henderson? Je parierais que c'est la femme, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Et pas n'importe quelle femme. Daryl le regarda. Comment le sais-tu? De quoi parles-tu même? Demanda-t-il, surpris. Que voulait-il dire en disant que quelque chose le suit? J'ai vu ce regard des centaines de fois dans les yeux de centaines d'hommes au fil des ans, dit Justice. Il s'agit de ta femme, n'est-ce pas? Daryl baissa les yeux, gêné. Pas besoin d'avoir honte, mon garçon. Tu n'es pas le premier à qui cela arrive, et je suppose que tu ne seras pas le dernier. Daryl regarda Justice avant de répondre. Cela ne devrait pas être arrivé du tout, dit-il. Tu as raison, cela ne devrait pas, approuva Justice. Mais c'est arrivé. Et ce qu'il y a de pire, c'est que ce salaud t'a pris par surprise, n'est-ce pas? Oui, dit Daryl. Peux-tu le voir dans mes yeux, toi aussi? En partie. J'ai affaire à ces serpents depuis longtemps. Je pensais les avoir tous éliminés. Il s'avère que ce n'est pas le cas, dit Justice. As-tu déjà rencontré Acme? Demanda Daryl. Oui, il y a environ 2 ans. Bien sûr, c'était avant que l'entreprise n'implose et ne vende la plupart de ses actifs internationaux. Tu veux savoir ce qu'il y a de pire? Quoi? Demanda Daryl. C'est tout à cause de la même chose qui t'arrive maintenant, dit Justice. Ont-ils déjà fait ça avant? Demanda Daryl. C'est ainsi qu'ils ont agi, confirma Justice. Je pensais qu'ils avaient appris leur leçon. Apparemment pas. Alors, qu'en dis-tu? Es-tu prêt à remettre les choses en place? Daryl regarda le cow-boy et vit la détermination sur son visage. Oui, dit-il. Je suis prêt. Super, dit Justice avec un sourire. Ne t'inquiète de rien, mon pote. Nous nous occuperons de votre situation avant que vous ayez le temps de cligner des yeux, ajouta-t-il en se levant. Daryl leva la tête, le regardant. Pourquoi moi? Demanda-t-il. Pourquoi pas? Répondit Justice. Tu es bien l'un des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Daryl se souvint comment sa mère l'emmenait, lui et sa sœur, à l'église tous les dimanches. Cependant, il n'a pas mis les pieds à l'église depuis qu'il a épousé Cynthia. J'aimerais le croire, répondit-il. Mais je n'ai pas mis les pieds à l'église depuis des années. Peu importe, dit Justice. C'est ce qu'il y a dans ton cœur qui compte, pas où tu te trouves le dimanche matin. Tous les enfants de Dieu méritent la justice, n'est-ce pas? En plus, l'un de mes amis m'a demandé un service. Qui est-ce? Demanda Daryl. Ne t'en fais pas. Tu le rencontreras bientôt, répondit Justice. Je pense qu'il est temps pour moi de partir. Je te contacterai. Il sourit.
L'homme étrange inclina légèrement son chapeau, puis se retourna et s'éloigna. Daryl regarda l'homme grand s'éloigner, puis prit une gorgée de sa bière. Quelques secondes plus tard, il crut entendre le cri de Aya et le bruit de sabots. Il regarda autour de lui, mais ne vit rien, et personne d'autre ne semblait remarquer les bruits. Peut-être que je l'ai juste imaginé, pensa-t-il. Que se passe-t-il bon sang? Il termina sa bière et quitta le pub, rentrant chez lui. À environ 170 miles au sud de Sheffield, dans un bâtiment sur les rives de la Tamise, John Henderson était assis à son bureau, regardant des tableaux. Il était sur le point de terminer son travail lorsque Mike McGregor, l'un de ses collègues, frappa à la porte. « Salut, Mike, » dit John. « Que se passe-t-il? As-tu quelques minutes, mon pote ?» demanda Mike. « J'étais sur le point de récupérer Houston et de rentrer chez moi, mais je pense qu'on peut trouver une minute. »« Qu'as-tu » demanda John. « Tu te souviens de ce chauffeur d'Acme dont on a parlé aujourd'hui » demanda Mike. « Oui, mais quoi? On dirait qu'il vient de rencontrer l'un de tes compatriotes. »« On a tout en vidéo, » dit Mike. « Avec mon compatriote, avec un Américain » demanda John. « Tu es sûr de ça? »« Absolument, » dit Mike. « Allons jeter un œil, » dit John en se levant de sa chaise. Il prit la tablette et suivit Mike dans une autre pièce où un grand écran était fixé au mur. L'opérateur était assis sur une chaise le long d'un des murs. Royce et Callahan, le chef d'équipe, étaient assis à un bureau devant un écran. Elle leva les yeux lorsque Mike et John entrèrent dans la pièce. « Qu'avez-vous » demanda John. « C'est ça, » dit Royce, demandant au caméraman de commencer à lire la vidéo depuis le début. Après avoir rencontré Daryl Henderson plus tôt dans la journée, les deux agents l'avaient suivi jusqu'à Sheffield puis jusqu'à un pub. Ils avaient capturé la rencontre avec l'étrange cow-boy en vidéo de haute qualité et avaient pu enregistrer l'audio à l'aide d'un microphone parabolique. Les trois regardèrent toute la rencontre entre les deux hommes et écoutèrent leur conversation. Lorsque la réunion prit fin, Royce se tourna vers John. « As-tu une idée de qui est cette personne » demanda-t-elle. John secoua la tête. « Aucune idée, » répondit-il. Royce afficha une photo du haut du corps de l'homme sur l'écran. « Le système de reconnaissance faciale ne peut pas l'identifier, » dit-elle. « Nous avons demandé des informations sur la présence éventuelle de quelqu'un portant ce nom ou correspondant à la description récemment entrée au Royaume-Uni, mais nous n'avons rien trouvé jusqu'à présent. »« Qu'est-ce que c'est sur sa poitrine » demanda John. « Cela ressemble à un insigne, » dit Royce. « Pouvez-vous zoomer sur cette image » Royce s'adressa à l'opérateur et l'image s'agrandit pour devenir une icône. L'opérateur fit quelques clics de souris et l'image devint plus nette. Ils virent une icône ronde avec une étoile au centre. Il était écrit « Texas » en haut et « Ranger » en bas. Au centre de l'étoile était inscrit « Compagnie B ». « Texas Ranger » demanda Mike. « Il est loin de sa juridiction, n'est-ce pas ?»« C'est sûr », plaisanta Royce. John ouvrit sa tablette et fit une recherche rapide. Lorsqu'il trouva les informations nécessaires, il les montra à Royce et Mike. « Qu'est-ce que c'est » demanda Royce. « Cet insigne qu'il porte n'est pas un insigne de ranger moderne, » dit John. « Celui-ci semble remonter à la fin des années 1800. Les icônes modernes ressemblent à ceci, » dit-il en montrant une image sur sa tablette. « Pouvez-vous zoomer sur son visage » ajouta-t-il. L'opérateur obtempéra et ils regardèrent le visage agrandi sur l'écran. Quelque chose à propos de ce visage et du nom Justice O. Peace perturbait John, mais il ne pouvait pas tout assembler. Puis il se souvint de quelque chose et son visage devint pâle. Mike remarqua la réaction de John. « Ça va, mon pote » demanda-t-il. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. »« Peut-être bien, » dit John. « Y a-t-il autre chose dans cette vidéo ?»« Oui. Il y en a, » dit l'opérateur. « Voyons, » dit John. Ils regardèrent un homme étrange quitter le pub et disparaître. Personne sur le trottoir ne semblait avoir remarqué. Les trois se regardèrent, choqués. « Que diable vient-il de se passer » demanda Mike. « Vous n'avez jamais vu ça auparavant » demanda John. Mike secoua la tête. « Non, nous avons regardé jusqu'au moment où ils se sont séparés. Nous n'avons pas regardé plus loin, » dit-il. Quel est l'intervalle de temps entre les images de cette vidéo demanda Royce. Avec cet équipement, c'est d'environ 1 milliseconde, dit l'opérateur.
Aucun homme ne peut se déplacer aussi vite, dit Mike. Peut-être n'est-il pas humain, dit John, une partie de son esprit rationnel, ne croyant pas qu'il venait d'exprimer ce que certains d'entre eux pensaient probablement. Prenez s'il vous plaît des photos numériques, dit-il au caméraman, dans la meilleure qualité possible. Le caméraman acquiesça et commença à capturer les meilleures images, les enregistrant en format numérique. À quoi pensez-vous ? Demanda Royce. Je veux envoyer ces images à mon patron au secteur Alpha. S'il y a des informations sur cette personne, ils les ont déjà ou peuvent les obtenir. Avec votre permission, bien sûr, dit John. Royce réfléchit un instant et regarda l'écran. Finalement, elle hocha la tête. Faites-le, John, dit-elle. Lorsque John reçut les fichiers images, il rédigea rapidement une lettre à son patron aux États-Unis, Régis Carlyle. Une fois l'email sécurisé envoyé, il éteignit sa tablette. Plus tard dans la soirée, alors que John et sa femme Houston profitaient après une récente aventure amoureuse, la tablette de John vibra, le notifiant d'une nouvelle lettre. Il prit le message et vit qu'il venait de Régis, également connu sous le nom d'Alpha One. La lettre était adressée à lui, Mike et Royson. Planifiez une réunion Skype sécurisée sur la justice à 8h30, heure de votre région R. Il répondit à la lettre et vit les confirmations de Royson et Mike. John éteignit la tablette et se demanda ce que Régis avait pu apprendre. « Qu'est-ce que c'était » demanda Houston. « Nous avons une réunion Skype avec Alpha One à 8h30, dit John. Cela va être intéressant. » Daryl était encore sous le choc lorsqu'il se coucha cette nuit-là, qui était vraiment cet étrange homme qu'il avait rencontré plus tôt. Il finit par s'endormir d'un sommeil agité et se réveilla lorsque son téléphone vibra à 2h45. Il regarda et vit que c'était un message de Cynthia. « Je rentre ce soir à la maison, écrivit-elle. Je t'embrasse, tu me manques. » Il ricana en lisant le message, puis jeta le téléphone sur la table de nuit sans répondre. « Eh bien, oui, bien sûr, pensa-t-il. » Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, dans un ranch au Texas, Amos et Danny Jones venaient de donner un bain à leurs 2 petits-enfants et les habillaient en pyjama lorsqu'ils entendirent frapper à la porte. « Peux-tu ouvrir la porte » demanda Danny à son mari. « Bien sûr, » répondit Amos, embrassant sa femme enceinte avant de se lever. Il se dirigea vers la porte et vit son grand-père sur le seuil. « Grand-père, entrez, dit-il. Tu sais que tu ne devrais jamais frapper. » Ellie sourit et étreignit son petit-fils. « Eh bien, j'aime juste être poli, » répondit-il. À ce moment-là, les 2 enfants, reconnaissant la voix distinctive de leur grand-père Ellie, se précipitèrent en pyjama dans le salon. Danny les suivit dans la pièce. « Grand-père » s'exclamèrent-ils, levant les bras. Ellie sourit et prit les 2 enfants dans ses bras. « Je vois que vous êtes déjà prêts pour le lit. Est-ce que ta maman me laissera vous raconter une histoire avant de dormir ?» dit-il avec un accent texan. « Bien sûr, » répondit Danny avec un sourire. Ellie sourit à son tour, remarquant la grossesse de la femme. « Je vois que vous vous préparez pour une nouvelle arrivée, » dit Ellie en faisant un clin d'œil à Amos. « Oui, » répondit Danny. « Tu ferais mieux de parler de cela à ton petit-fils, » ajouta-t-elle avec un sourire. Ellie rit et prit les bébés dans ses bras. « Un conte de fées, grand-père, un conte de fées, s'il te plaît, supplia un petit garçon nommé William. « Bien sûr, » dit Ellie, se dirigeant vers leur chambre. « Est-ce que je vous ai déjà parlé de Bill McDonald ? Il était l'un des capitaines des Texas Rangers les plus célèbres de tous les temps. J'ai voyagé avec lui à une époque. C'est lui qui m'a donné ce badge, » ajouta-t-il en leur montrant le badge de rangée qu'il portait toujours avec lui. Après l'attaque de Brownsville en 1906, on disait qu'il pouvait attaquer l'enfer lui-même avec un seau d'eau s'il le fallait, dit-il. Les yeux des enfants s'élargirent de surprise en écoutant leur grand-père. « Waouh, » dit William. « Que lui est-il arrivé, grand-père ? Il est mort de pneumonie à Wichita Falls en 1918. Savez-vous ce qu'ils ont écrit sur sa tombe ? Non. Quoi ? Ce qu'il m'avait dit un jour. Aucun homme du côté du mal ne peut résister à celui qui est dans le juste et continue d'agir. Je ne l'oublierai jamais. Et n'oublie jamais cela non plus, dit Ellie. Je n'oublierai pas, grand-père, dit William. Ellie hocha la tête. Maintenant, ferme tes yeux et va te coucher. Tu m'entends ? Oui, grand-père, répondit le bébé. La fille nommée Elisabeth sourit et tendit les mains. Je t'aime,
Grand-père, dit-elle. Ellie sourit et la serra dans ses bras, l'embrassant sur le front. Et moi aussi je t'aime, ma chérie, dit-il. Moi aussi je t'aime, grand-père, répéta William. Ellie le serra dans ses bras et l'embrassa sur le front. Et je t'aime, mon fils, dit-il avec un sourire. Peut-être que la prochaine fois je viendrai tôt et nous pourrons tous aller pêcher ensemble, d'accord? Les enfants sourirent et acquiescèrent. Ellie se leva et quitta la pièce, rejoignant Amos et Danny. Amos l'accueillit avec une bouteille de bière et les trois sortirent sur la véranda arrière où les deux hommes allumèrent des cigarettes. Alors, que se passe-t-il, grand-père? Demanda Amos. Vous souvenez-vous de cet incident avec Acme il y a 2 ans? Demanda Ellie. Oui, nous nous en souvenons, répondit Danny. On dirait qu'ils sont de retour, dit Ellie. Je pensais qu'ils s'étaient effondrés, vendu la plupart de leurs actifs, dit Danny. C'est le cas, répondit Ellie, sauf qu'une de leurs succursales à l'étranger est toujours en activité. Danny et Amos échangèrent des regards. Ils n'avaient jamais oublié cet incident de 2 ans auparavant. Comment puis-je aider, grand-père? Demanda Amos. Rien pour l'instant, mon fils, répondit Ellie. En outre, je ne pense pas que ces Britanniques apprécieraient que vous emmeniez votre carabine Winchester avec vous. Cela ne nous a pas arrêtés en Albanie à l'époque, dit Amos. La situation était différente alors, mon fils, dit Ellie. Il regarda Danny avant de continuer. Penses-tu pouvoir aider d'une manière ou d'une autre? Légalement, Danny secoua la tête avant de parler. J'ai bien peur que non, grand-père, répondit-elle. Je ne connais rien aux lois britanniques, et même si je savais, je doute que quiconque là-bas m'écouterait. J'avais peur que tu dises ça, répondit Ellie. Je suis désolé, grand-père, tu sais que je ferai tout ce que je peux pour aider, dit-elle. Je sais, Danny, dit-il. Je peux me renseigner. Peut-être que quelqu'un peut faire des demandes pour moi, dit-elle. Ellie hocha la tête. Toute aide sera utile. Merci beaucoup, dit-il. Maintenant, parle-moi de mon nouveau petit-fils. Le lendemain matin, John, sa femme Houston, Royson, Mike et Ross Carter, le manager de Royson, se réunirent dans une salle de conférence avec un grand écran sur le mur. Une connexion Skype sécurisée fut établie, et le visage ridé de Regis Carlyle, le patron de John et Houston aux États-Unis, apparut à l'écran. Il regarda attentivement le groupe avec son unique bon œil avant de parler. « Eh bien, vous êtes enfin réveillés, dit-il avec un sourire. « Bonjour, patron, dit John. « Bonjour, Alpha 1, ajouta Ross. Avez-vous pu trouver quelque chose à partir des informations que John a envoyées hier? En fait, ça a fonctionné, dit Regis. Je suppose que vous n'avez pas pu identifier cette personne avec la reconnaissance faciale. Exactement, répondit Royson. De plus, il n'y a aucun enregistrement de son entrée au Royaume-Uni. Je ne suis pas surpris, dit Regis. Notre équipe n'a pas non plus pu établir l'identité. Cependant, notre groupe a élargi nos recherches et a découvert quelque chose de très intéressant. Intéressant? Comment ça? Demanda John. Il semble, John, que toi et ton équipe ayez obtenu une preuve photographique de l'existence d'un homme qui aurait prétendument péri vers 1864, a déclaré Regis. John et les autres furent choqués par cette révélation. C'est impossible, a dit Royson. Normalement, je serais d'accord avec toi, a répondu Regis. Notre équipe a décidé de comparer les images que vous avez fournies avec des photographies d'archives. Nous avons trouvé 2 correspondances. La première photographie remonte aux années 1860, pendant la guerre de Sécession. La seconde date de 1892. Il semble que votre photographie soit la première en plus de 120 ans où son visage a été capturé. Alors, qui est-ce? A demandé Ross. Si ce que nous avons trouvé est correct, son nom est ou était Elijah Jones. Il a servi dans la 8e cavalerie de l'Indiana. Il a été promu sergent peu de temps avant d'être abattu lors de la marche de Sherman vers la mer, a dit Regis. Voici la première photo. L'image de l'homme remplissait l'écran. John se souvint avoir vu cette photo un jour après avoir lu sur l'ouverture d'un nouveau site historique au Texas. Il n'y avait aucun doute que l'homme sur la photographie était le même qu'ils avaient vu la veille. Maintenant, John comprenait où il avait vu ce visage. Tu as dit qu'il y avait une autre photographie, a dit John. Oui, elle remonte à 1892, a répondu Regis.
L'écran montrait un groupe d'hommes à cheval, tous portant des insignes. Un des hommes était mis en évidence dans un cercle. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Mike. « Les Texas Rangers » a dit Régis. Plus précisément, il s'agit de la Compagnie B, un bataillon de frontières sous le commandement du capitaine William Jesse McDonald, l'un des capitaines des Rangers les plus célèbres de l'histoire. L'homme dans le cercle est notre homme Jones. Bien qu'il ait utilisé un nom différent, l'homme sur la photo c'est lui. Autant que je sache, c'est la dernière photographie de lui avant la vôtre. Comment est-ce même possible ? A demandé Ross. Désolé, mais je ne peux pas répondre à cette question, a dit Régis. Laissez-moi vous dire quelque chose. Au fil des ans, j'ai entendu des rumeurs sur un homme qui apparaît de nulle part puis disparaît. Rien d'officiel, vous comprenez, mais j'en ai entendu assez pour prêter attention. Pendant des années, j'ai pensé que c'était des contes sauvages, des histoires de fantômes ou des légendes. Mais maintenant, avec cette photo et cette vidéo, je ne sais plus quoi penser. Y a-t-il un moyen de retracer cette personne ? A demandé Ross. En fait, oui, a dit Régis. Il y a environ un an, l'État du Texas a ouvert un nouveau site historique, le domaine Jones. Il s'agit d'une vieille maison en adobe située au milieu de la lande qui remonte aux années 1840. La première photographie que je vous ai montrée y est exposée avec des extraits du journal de sa femme. Il s'avère que la femme qui a aidé à rendre cela possible est une avocate nommée Danny Jones. Elle est mariée à un descendant d'Elijah Jones et vit au Texas avec leurs 2 enfants. Intéressant, a dit Roizen. Y a-t-il un moyen pour moi de me familiariser avec ce journal dont vous avez parlé ? Bien sûr, a répondu Régis. Après que la maison de maître est devenue un lieu emblématique, la famille a insisté pour publier le journal à la demande de la Société historique de l'État. Tu peux commander une copie sur Amazon si tu veux, mais il y a quelque chose d'autre que tu devrais savoir à propos de Madame Jones. Quoi exactement ? Demanda Ross. C'est une avocate qui a joué un rôle clé dans la destruction d'Acme Enterprises il y a 2 ans, dit Régis. Je vois, répondit Ross, intéressé. Eh bien, je pense que nous devons organiser une réunion avec Madame Jones au Texas. Es-tu d'accord, Régis ? Je suis tout à fait d'accord, répondit Régis. Mais j'ai une question. Laquelle ? Demanda Ross. Quel est ton intérêt pour Acme ? Demanda Régis. Nous avons des raisons de croire qu'Acme était impliqué dans le développement du composé qui a été utilisé contre John l'année dernière, dit Roizen. Régis hocha la tête. Je comprends, dit-il. Roizen, je veux que vous 4 alliez au Texas voir Madame Jones, dit Ross. Immédiatement. Nous devons connaître la vérité. C'est exact, répondit-elle. Ross se tourna vers Régis. Merci, Régis, dit-il. De rien, répondit Régis. Tiens-moi au courant, Roizen. Absolument, répondit-elle avant que la communication ne soit coupée. Daryl rentra chez lui et ne fut pas surpris de ne pas voir Cynthia là. Il se lava et prépara son dîner, une recette de curry d'agneau que sa mère lui avait montrée il y a des années. Il avait déjà mangé la moitié du plat quand il entendit la porte s'ouvrir. Levant les yeux, il vit Cynthia entrer dans la maison, traînant des bagages derrière elle. Il retourna à son dîner. « Je suis rentrée », annonça-t-elle. « Oh, ça sent tellement bon. J'ai terriblement faim. » Elle s'approcha de lui, les bras tendus pour une étreinte. Il leva la main pour l'arrêter. Elle le regarda, surprise. « Tu sens mauvais, » dit-il. Elle recula. « J'ai pris une douche plus tôt, » dit-elle. « Je peux encore les sentir sur toi, » dit-il d'une voix froide et dure. Elle recula et le regarda avec surprise. Elle essaya de changer de sujet. « Ce curry sent merveilleusement bon. Peux-tu m'en laisser un peu ? J'ai cuisiné juste pour moi, » dit-il. « Tu n'étais pas là et je suis déjà habitué à cuisiner pour une seule personne, mais tu peux manger les restes. J'ai perdu l'appétit. Laisse-moi d'abord ranger mes affaires, » dit-elle en attrapant ses bagages. Il la regarda entrer dans la chambre principale et savait qu'elle reviendrait dans 1 minute. Elle revint et n'avait pas l'air très heureuse. « Pourquoi la porte de la chambre est-elle fermée à clé ? » demanda-t-elle. « Parce que tu n'y dors plus, » dit-il. « J'ai déplacé tes affaires dans la 2e chambre. Désormais, tu seras là-bas. »« Quoi ? Pourquoi ? » demanda-t-elle. « Simplement, » dit-il. « Je n'ai jamais dormi avec une femme de petite vertu de ma vie et je ne vais pas commencer maintenant, »
Elle recula. Une femme de petite vertu? C'est ainsi que tu me vois maintenant, demanda-t-elle. Tu couches avec d'autres hommes pour de l'argent, dit-il. N'est-ce pas la définition classique d'une prostituée? La seule vraie différence entre toi et les femmes dans la rue, ce sont tes clients. Personne ne sait ce que tu as à l'intérieur de toi en ce moment et je ne prends aucun risque. Je veux que tu saches que tous les managers subissent des tests réguliers et nous sommes tenus de nous faire contrôler. Je peux même te montrer mes derniers résultats si cela peut te rassurer, dit-elle, indignée que son mari la considère comme une simple prostituée. Et c'est censé me rassurer, demanda-t-il. Tu sais qu'il y a des choses qui n'apparaissent pas dans les tests pendant des semaines ou des mois, n'est-ce pas? Et je sais, d'après la vidéo que tu as envoyée, qu'aucun de ces cadres n'utilisait de protection. As-tu regardé cela? Demanda-t-elle. Je l'ai regardé et j'ai failli vomir. Mais qu'est-ce que tu as pensé en m'envoyant ça? Demanda-t-il. Jean a dit que je devrais t'envoyer ça pour que tu saches que je suis bien prise en charge, dit-elle doucement. Elle a dit que tous les maris aiment voir leur femme avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes, elle m'a assuré que tu adorerais ça. C'est ce qu'elle a dit, n'est-ce pas? Eh bien, elle est idiote. Je n'ai pas aimé ça. J'ai à peine réussi à m'empêcher de détruire mon ordinateur, dit-il. Dis-moi pourquoi tu es vraiment rentré. J'ai commencé à avoir des journées entre filles et, commença-t-elle avant qu'il ne l'interrompe. Et bien sûr, nous ne pouvons pas laisser les cadres d'Acme UK avoir des relations sexuelles avec leurs prostituées les jours des femmes, n'est-ce pas? Dit-il amèrement. Sors de mon champ de vision. Tu me dégoûtes. Daryl, s'il te plaît, commença-t-elle. Pars, hurla-t-il, en montrant la porte de la chambre. En pleurs, elle se précipita dans la deuxième chambre et claqua la porte. Il prit une bière dans le réfrigérateur, l'ouvrit et s'assit dans un fauteuil pour regarder la télévision. Cela s'est bien passé, pensa-t-il. Non. Cynthia prit une douche dans la deuxième salle de bain et revint dans le salon, habillée en jean et en t-shirt. Elle se fit une tasse de thé et s'assit sur le canapé. « Qu'est-ce que tu regardes ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas. Rien de spécial. »« Pourquoi ? Peut-on parler ?» demanda-t-elle. Sans que tu m'insultes ou me hurles dessus, il se tourna et la regarda avant de répondre. « Je suppose, dépend de ce que tu veux dire. »« Tu m'as tellement manqué, dit-elle. »« Je peux le voir avec toutes ces cartes, lettres, emails et appels, dit-il sarcastiquement. »« Désolé pour ça. J'avais des ordres stricts de ne pas te contacter trop souvent, dit-elle. »« Si on te disait de sauter d'un grand immeuble, le ferais-tu ?» demanda-t-il. « Tu ne comprends pas. Il me maintenait sous pression du matin au soir. »« Je n'avais pas le choix, dit-elle. »« C'était ça, dit-il. Rien ne disait que tu devais rejoindre cette équipe. Tu savais comment cela se terminerait, n'est-ce pas? » « Oui, dit-elle doucement. »« Alors pourquoi l'as-tu fait ?» demanda-t-il. « L'argent, l'excitation, l'opportunité de finalement progresser dans la vie, dit-elle. Tu n'as aucune idée de l'excitation de rencontrer autant de personnes importantes, en sachant que je contribue directement au succès de l'entreprise. Même au prix de notre relation, demanda-t-il. Nous avions discuté du fait que nous voulions fonder une famille, tu te souviens? Oui, je me souviens, dit-elle. Eh bien, tu peux oublier ça maintenant, dit-il. Vas-tu me divorcer? Demanda-t-elle tristement. Graham m'a clairement fait comprendre que ce ne serait pas une décision très intelligente, dit-il. Donc non, je ne vais pas contacter un avocat de sitôt. Merci pour ça, dit-elle. Je t'aime, tu sais. Ne me remercie pas. Si ça ne tenait qu'à moi, tu serais déjà parti, dit-il. Mais de toute façon, c'est fini entre nous. On m'a dit de ne pas divorcer. Mais personne n'a dit que je devais accepter ce que tu fais. Et personne n'a dit que je devais être plus que poli avec toi. Tu peux rester ici si tu veux. Mais c'est tout. Quand repars-tu encore? Je serai là pour environ 4 jours de plus, puis je repartirai. On nous a dit qu'on allait à Paris, Rome et ailleurs. Je serai parti environ 1 mois. 1 mois. Fais-moi plaisir et laisse tes bagues quand tu partiras. Je ne veux pas que tu en aies plus. Profané, a-t-il dit. Est-ce tout? Avons-nous fini? Comme ça? Elle demanda, les larmes commençant à couler sur son visage. Comme ça, a-t-il dit, en retournant regarder la télévision. Le lendemain, Daryl se préparait à monter dans la cabine de son camion lorsqu'il fut arrêté par Jason Bruce sortant de la salle de contrôle en courant. Daryl, attends,
dit-il. Le grand patron est dans le bureau de Dan. Il dit qu'il a besoin de te voir de toute urgence. Daryl devina immédiatement qui cela pouvait être et s'apprêtait à monter dans le camion, mais il changea d'avis, ferma la porte et suivit Jason dans le bureau. Bien sûr, Graham Barton était dans le bureau avec Dan. « Dan, donnez-nous quelques minutes seuls, s'il vous plaît, » dit Graham. « Bien sûr, » répondit Dan avant de sortir en jetant un regard étrange à Daryl. Daryl entra dans le bureau et s'assit sur la chaise que Graham lui indiqua. Il ferma la porte et se tourna vers Daryl. « J'ai reçu un appel troublant d'une jeune femme très bouleversée, » commença Graham en s'asseyant. « Je pensais que tout était réglé. »« J'ai fait ma part, Monsieur Barton, » dit Daryl. « Je n'ai pas contacté un avocat, je n'ai pas entamé de procédure de divorce ni menacé de le faire. Cynthia m'a dit que vous l'avez traitée de prostituée, refusé de la laisser vous toucher, jeté hors de votre lit conjugal, forcé à dormir dans la deuxième chambre, » dit Graham. « Si le chapeau te va, Monsieur Barton, » dit Daryl. Graham frappa violemment de sa paume ouverte le bureau de Dan, le visage rouge de colère. Daryl leva les yeux vers lui, sentant sa propre colère monter. « Bon sang, Daryl. Ta femme est importante pour notre opération, » dit Graham. « Cynthia est ta femme, elle mérite d'être traitée correctement. »« Tu as raison, Monsieur Barton. Elle est ma femme, du moins sur le papier, mais elle n'est plus ma femme. Elle est à vous. Je ne partage pas. Personne ne m'a consulté à ce sujet. Vous l'avez recrutée. Elle a accepté l'offre. Sans ma participation, » dit Daryl. « Vous dites qu'elle mérite d'être traitée avec dignité, mais qu'en est-il de moi? Et de notre mariage? Penses-tu vraiment que je devrais accepter ce que vous lui faites? Cela fait partie du travail, Daryl, » dit Graham. « Nous devons tous sacrifier pour le bien commun. Gardez cela pour moi, Monsieur Barton, » dit Daryl. « Vous l'emmenez je ne sais où. Vous la forcez à coucher avec je ne sais combien d'hommes, ne la laissez pas me contacter, puis vous la ramenez à la maison quand elle a ses jours de femme et vous attendez que je la séduise pour que vous puissiez recommencer. Et vous vous attendez à ce que je sois content? Pas dans ce cas. Je comprends que tu sois contrarié, Daryl, je le comprends vraiment, » dit Graham. Mais il est vital pour elle d'avoir un foyer aimant et soutenant où elle peut se reposer. Elle a besoin de ton soutien, et l'entreprise aussi. J'essaierai de la convaincre de te contacter plus souvent et de voir ce que je peux faire avec son emploi du temps. Mais tu dois faire ta part. Ne t'attends pas à ce que je la laisse dans mon lit pendant que tu l'utilises, a dit Daryl. Il me reste 5 ans de contrat. Je n'ai aucune intention de le renouveler et je la divorcerai à la fin de mon mandat. Est-ce ta décision finale? Demanda Graham. Oui, répondit Daryl. D'accord, dit Graham. Mais sache que je m'attends à ce que tu te comportes de la meilleure façon avec Cynthia à partir de maintenant. Pas d'insultes, pas de manque de respect. Si je dois en reparler, je ne serai pas aussi compréhensif. Daryl se leva et regarda Graham. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, Monsieur Barton, j'ai un emploi du temps chargé, dit Daryl. Vas-y, Daryl, dit Graham en hochant la tête. Il regarda l'homme noir quitter le bâtiment et monter dans sa voiture. Puis il sortit son téléphone portable et passa un appel. Le lendemain de cette rencontre, John, Houston, Royston et Mike se rendirent à la maison de la famille Jones au Texas. Ils sortirent de la voiture et entendirent 4 coups de feu rapides. En se promenant autour de la maison de ranch à 2 étages, ils virent un homme avec un fusil. L'homme plaça la crosse du fusil sur sa hanche et tira le verrou 4 fois, tirant 4 coups d'affilée. Ils virent 4 boîtes s'envoler des hauts des piliers où ils se tenaient. L'homme fit tournoyer le fusil dans sa main, éjecta la dernière cartouche et regarda les résultats de son tir. « Mince, » dit Royston. L'homme l'entendit et se tourna vers eux. « Comment puis-je vous aider ?» demanda-t-il, tenant le fusil d'une main. John fut le premier à s'approcher de lui. « Êtes-vous Amos Jones ?» demanda-t-il. « Oui, je suis Amos Jones, » répondit l'homme. « Qui êtes-vous ?»« Agent spécial John Henderson, » dit John, montrant sa carte d'identité. « Voici l'agent Henderson, Royston Callahan et Mike McGregor, de la sécurité britannique. »« Secteur Alpha, » dit Amos en regardant la carte d'identité de John. « Je ne crois pas vous avoir déjà entendu parler. »« Et c'est tant mieux, » dit John avec un sourire. « Vous deux, vous êtes de la sécurité britannique ?» demanda Amos,
regardant Royston et Mike. Oui, c'est le cas, dit Royston. Ouais, dit Amos. Eh bien, c'est le Texas ici, pas la Grande-Bretagne. Un peu hors de votre juridiction, n'est-ce pas? Ils font partie d'une force spéciale conjointe travaillant en coopération avec le gouvernement américain, dit John. Votre femme est-elle Danny Jones? Oui, c'est ma femme, dit Amos. Sommes-nous d'une manière ou d'une autre en difficulté? Pas du tout, dit John. Nous aimerions simplement vous parler, vous et votre femme, pendant quelques minutes concernant une situation qui s'est présentée. Serait-ce possible? Amos les regarda tous attentivement avant de répondre. Je pense que oui, dit-il finalement. Rentrez. Il commence à faire un peu chaud ici. Il les dirigea vers la maison. Je n'ai jamais vu quelqu'un tirer comme ça, dit Mike. Amos rit. Je pense que non, dit-il. Si cela ne vous dérange pas, quel type de fusil est-ce? Demanda Mike. Winchester. Modèle 1892.4440. Action modifiée, dit Amos. Un cadeau de mon grand-père. Ton grand-père? Demanda Mike. T'a-t-il appris à tirer comme ça? Oui, dit Amos. Peut-être qu'un jour je transmettrai ce fusil à mon petit-fils. C'est comme ça que les choses se passent ici. Amos ouvrit la porte et leur fit signe d'entrer. Royston fut frappé par la ressemblance d'Amos avec l'homme qu'ils avaient vu à Sheffield. Il enleva son chapeau, le suspendit à un crochet près de la porte, puis rangea le pistolet dans l'armoire à armes et la verrouilla. « Danny, nous avons des invités » cria Amos. Tout le monde vit une femme enceinte sortir de la cuisine. « Agent spécial John Henderson » dit John. « Voici l'agent Henderson, Royston Callahan et Mike McGregor, de la sécurité britannique. »« Mon 5 ou mon 6 » demanda Danny. « Est-ce important » demanda Royston, surpris de voir qu'une ménagère texane pouvait faire la différence. « Je suppose que non, » répondit Danny. « Henderson, vous êtes mariés tous les deux » demanda Danny, regardant John et Houston. Ils se regardèrent et Danny put déterminer qu'ils étaient effectivement mariés. N'est-ce pas un peu étrange? N'est-ce pas une violation directe des réglementations fédérales? Circonstance spéciale, dit Houston. Je vois, dit-elle. Eh bien, je viens de terminer de préparer une carafe de limonade bien fraîche. En voulez-vous? Mon Danny fait la meilleure limonade pressée à froid de ce côté de la rivière Picos, dit Amos. Mes enfants et moi adorons ça. Le principal, c'est qu'elle soit froide, dit Royston en s'essuyant le front. Elle n'arrivait pas à croire que des gens puissent vivre dans une telle chaleur. Amos rit. Bienvenue au Texas, madame, dit-il en souriant. Veuillez vous asseoir. Ils s'assirent, mais pas avant que Mike ne remarque un paquet de cigarettes partiellement ouvert sur la cheminée. Sur le paquet blanc, il est écrit « Job ». Il le prit pour le montrer aux autres. « Vous fumez, monsieur Jones » demanda-t-il. « De temps en temps, » répondit Amos. « Quel est le problème ?»« Aucun problème. Je n'ai simplement jamais vu cette marque auparavant, » dit Mike. « Ces cigarettes ont été roulées par mon grand-père, » dit Amos. « Alors, que voulez-vous de nous ?» demanda-t-il après le retour de Danny avec un plateau de verre. Houston sortit la photo du dossier et la remit à Amos. « Que pouvez-vous nous dire sur cet homme ?» demanda-t-elle. Amos regarda la photo et la montra à Danny. John et Houston les observaient attentivement. Ils pouvaient voir la communication cachée qui se déroulait entre époux lorsqu'ils regardaient une photographie, les plus infimes changements d'expression pouvant distinguer un mensonge de la vérité ou une admission de l'ignorance. L'instinct de John lui criait que les deux hommes devant lui n'avaient pas la moindre réaction notable. Leur maîtrise témoignait de leur force de caractère. John ressentait des vibrations fortes, puissantes mais pas mauvaises. Royston et Mike remarquèrent la même chose en observant le couple. « Où cela a-t-il été filmé ?» demanda enfin Amos. « À Sheffield, » répondit Royston. « C'est une ville du nord de l'Angleterre, » ajouta-t-elle en le regardant. « Le nord de l'Angleterre, » répéta Amos. « Eh bien, il est évident que ce type aurait besoin d'un nouveau chapeau. N'est-ce pas, cher ? » « Je suis d'accord, » dit Danny. Cela ne semblait pas plaire beaucoup à leurs invités. « M. Jones, » dit John. « Nous savons déjà qui est cet homme, ou plutôt qui il était. » Amos et Danny levèrent les yeux, surpris. « Nous savons qu'il s'agit en fait d'Elijah Jones,
ancien sergent de la 8e cavalerie de l'Indiana. C'est le même homme que sur la photo là-bas, ajouta-t-il en désignant une photographie encadrée en noir et blanc sur la table dans le coin, une copie de la photo utilisée dans l'ancien manoir. Eh bien, j'admets que la ressemblance est frappante, dit Amos, mais tu ne t'attends pas sérieusement à ce que je crois qu'un homme abattu par les Confédérés en 1864 se promène en buvant de la bière dans le nord de l'Angleterre, n'est-ce pas? J'ai entendu toutes sortes d'histoires, mais celle-ci bat tous les records. Monsieur Jones, cette photographie a été examinée par des experts de 2 pays, dit Royson. Nous avons également un enregistrement audio de la voix de cet homme. Vous avez la voix du mort enregistrée, dit Amos. Sérieusement, j'ai tout entendu maintenant. Peut-être que vous devriez commencer une émission de télévision ou quelque chose du genre. Monsieur Jones, laissez-moi vous rappeler que le fait de ne pas coopérer avec les enquêteurs fédéraux pourrait entraîner des accusations criminelles contre vous, dit John. Amos regarda Danny, qui hocha légèrement la tête. Nous avons entendu cette personne parler d'avoir traité avec Acme auparavant. Il y a environ 2 ans, l'installation d'Acme en Albanie a été attaquée, dit Mike. Avant de mourir, le seul survivant de cette attaque a décrit un homme très similaire à celui sur cette photo. Il a également décrit un jeune homme tirant avec un fusil très similaire à celui que vous utilisiez quand nous sommes arrivés. Peu de temps après cet incident, Acme a vendu la plupart de ses actifs à l'étranger, dit John. Mais pas avant d'avoir accepté un règlement très important avec vous, Madame Jones, et un certain Mike Bradley. Toutes ces transactions étaient légales et conformes à la loi, dit Danny. Nous le savons, dit John. Nous trouvons simplement intéressant que cette personne ait mentionné Acme, étant donné votre historique avec eux. Alors que voulez-vous de nous? Demanda Amos. Nous voulons savoir ce que cette personne fait dans le nord de l'Angleterre et pourquoi elle s'intéresse à Acme, dit Royson. Alors peut-être devriez-vous me poser directement la question, en me regardant en face, au lieu d'importuner mes petits-enfants, vint une voix d'en haut. Ils levèrent les yeux, surpris, essayant de comprendre d'où venait le son. Dès qu'ils regardèrent, la pièce s'assombrit et la température chuta de plusieurs degrés. Les ombres commencèrent à bouger et se rassemblèrent enfin devant John et Huston. Ils levèrent les yeux et virent devant eux la silhouette d'un cow-boy digne d'un vieux western américain, les yeux brillants de feu. Les yeux un peu refroidis et se tenant devant eux se trouvait Elijah Jones. John se leva. « Elijah Jones, je présume, dit-il. » L'homme hocha lentement la tête, sans quitter des yeux John. Huston, Royson et Mike restèrent assis comme hypnotisés, ne sachant que penser de ce qui se passait. « Je suppose que oui, dit Elijah. Vous avez une question pour moi. Allez-y. »« D'accord, Monsieur Jones, dit John. Quel intérêt avez-vous pour Acme UK? »« La justice, répondit Elijah. »« Je ne comprends pas, dit John après quelques instants. »« Pourquoi? » Parce qu'ils ont pris ce qui ne leur appartenait pas. Parce qu'ils ont détruit ce qui avait été créé par Dieu lui-même, dit Elijah. Sur quelle base agissez-vous? Demanda Royson. Elijah la regarda et ses yeux brillèrent brièvement. Sur le terrain le plus élevé, madame, dit-il. Sur la même chose qui a fait naître la lumière. Sur la même chose qui vous connaissez même avant que vous ne soyez formé dans le ventre de votre mère. Êtes-vous une sorte d'ange? Demanda Mike. Non, répondit Elijah. Un fantôme, peut-être, demanda Royson. À peine, répondit Elijah. Alors pourquoi vous souciez-vous de Daryl Henderson? Demanda Mike. Parce que je le lui ai demandé, dit une autre voix. Ils regardèrent et virent une autre figure apparaître à côté d'Elijah. L'homme était légèrement plus petit, trapu, noir, avec des cheveux gris et une barbe grise, portant un costume à la mode au début du XXe siècle. Qui êtes-vous? Demanda John. William Carney du Massachusetts, à votre service, monsieur, dit l'homme avec un léger sourire. Ancien sergent William Carney du 54e régiment d'infanterie de couleur du Massachusetts, ajouta-t-il. Alors qu'il regardait, l'homme commença à changer sous leurs yeux. Il était maintenant beaucoup plus jeune, beaucoup plus mince, avec des cheveux noirs de jais. Il portait l'uniforme bleu foncé distinctif d'un soldat de l'Union, avec de larges bandes visibles sur les manches. Il y avait une médaille sur sa poitrine. Le sergent Carney fut le premier de sa lignée à recevoir la médaille d'honneur, dit Elijah. Il a failli mourir lors de l'attaque de son unité sur Fort Wagner en 1863, mais il a tenu le drapeau bien haut,
et il n'a jamais touché le sol malgré ses blessures. Les siens? Que voulez-vous dire? Demanda John. Comment appelez-vous ces Afro-Américains? Dit Elijah. Vous savez, seuls 88 Afro-Américains ont jamais reçu cette médaille sur près de 3500 décernés. Ce n'est guère juste compte tenu de ce qu'ils ont fait et de combien de sang ils ont versé pour ce pays. Êtes-vous d'accord? Que vient faire Daryl Henderson dans tout ça? Demanda Mike. L'homme noir réapparut tel qu'il était avant que le jeune soldat ne disparaisse. Les ancêtres de Daryl et les miens étaient liés, dit-il. Ils ont été séparés au début des années 1800 avant que votre pays n'abolisse l'esclavage en 1833. C'était fréquent à cette époque. Mes ancêtres ont été emmenés en Virginie, où je suis né esclave en 1840. La famille de Daryl est restée dans les Caraïbes jusqu'aux années 1950. Ma famille a finalement obtenu la liberté et a déménagé au Massachusetts. Daryl est-il au courant de cela? Demanda Mike. William secoua la tête. Autant que je sache, non, dit-il. Vous comprenez donc que je ne pouvais tout simplement pas refuser la demande du récipiendaire de la médaille d'honneur, dit Elijah. Maintenant, le problème est que la vie de Daryl est en danger. Vous voyez, Acme n'a rien appris. Ils s'attendent à ce qu'il soit un cocu consentant pendant qu'ils utilisent sa femme comme leur patronne. Il refuse d'obéir. Et s'il ne fait rien, il pourrait finir mort. Que comptez-vous faire en sachant cela? Demanda William. Ce n'est pas si simple, j'ai bien peur, dit Royson. Les procédures doivent être suivies. Les autorités nécessaires doivent être appelées. Nous ne pouvons pas simplement arriver les armes à la main. En d'autres termes, rien, dit William. Rien ne semble vraiment changer, n'est-ce pas? Le visage d'Elijah changea, et il regarda le plafond un moment. Puis il regarda William avant de parler. Nous devons partir maintenant, dit-il. Les deux disparurent de la pièce, laissant les 4 visiteurs stupéfaits. Amos et Danny ne semblaient pas trop surpris par ce qui venait de se passer. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Demanda Royson. Amos rit. Bienvenue dans mon monde, dit-il. John, Houston, Mike et Royson se redressèrent lentement, leurs esprits traitant progressivement les événements des dernières minutes. Comment diable vais-je rapporter cela? Se demanda John. Après quelques minutes de silence gênant, le téléphone portable de Royson vibra. Callahan, dit-elle en répondant au téléphone. Quoi? Quand? Es-tu sûr? D'accord. Nous avons presque fini ici au Texas. Nous prendrons le premier vol pour rentrer. Elle raccrocha et regarda les autres. C'était Ross, dit-elle. Il y a eu un grave accident sur la M1 au sud de Sheffield. Un camion semble avoir perdu le contrôle et est tombé d'une falaise. Un camion Acme. Qui était le conducteur? Demanda Mike. Daryl Henderson l'avait signé, mais quoi? Demanda John. Il n'y avait personne, dit-elle. Daryl ouvrit les yeux et regarda autour de la pièce, essayant de comprendre où il se trouvait. La dernière chose dont il se souvenait était d'essayer de garder son camion sur la route, mais rien ne fonctionnait. Cependant, avant que le véhicule ne bascule de la falaise, quelque chose l'avait attrapé et il avait perdu connaissance. Il essaya de distinguer les environs, mais rien ne lui semblait familier. Est-ce un hôpital? Si c'est le cas, il était clairement décoré dans un style rétro. Le lit sur lequel il était allongé était assez confortable, mais les murs étaient couverts d'un papier peint ancien qu'il n'avait jamais vu auparavant. La pièce semblait tout droit sortie d'un vieux film. Il y avait une lampe à pétrole sur la table à côté de lui et il ne vit rien d'électronique dans la pièce. Pas de télévision, pas de radio, rien. Il n'y avait même pas d'interrupteur sur le mur. Puis il réalisa. « Je suis mort, dit-il, s'adressant à personne en particulier. Peut-être que c'est le paradis. » La porte s'ouvrit et il vit un étrange cow-boy regarder dans la pièce. Voyant que Daryl était réveillé, il entra, accompagné d'une autre personne, un homme noir aux cheveux grisonnants et aux vêtements d'époque. « Eh bien, je vois que tu es enfin réveillé, dit Elijah. Où suis-je? Demanda Daryl. Hard Rock, Texas, vers 1855, répondit Elijah. 1855? Demanda Daryl, choqué. Comment suis-je arrivé ici? Nous t'avons amené, dit Elijah. Ne t'inquiète pas, personne ne te trouvera ici. Tu es en sécurité. Au fait, voici mon ami dont je t'ai parlé. Il s'appelle William Carney.
William tendit la main et Daryl la serra, regardant le visage du vieil homme avec une certaine confusion. Quelque chose en lui semblait familier, mais il ne pouvait se rappeler quoi. « Enchanté, William, dit Daryl. Tu me sembles familier pour une raison quelconque. Je vois que tu remarques la ressemblance familiale, dit Elijah. William est en quelque sorte un cousin éloigné ici. William, cela te dérangerait-il de garder un œil sur Daryl pendant que je retourne nettoyer le désordre? Ça ne me dérange pas, Elijah, répondit William. Et merci, mon ami. Elijah sourit en serrant la main de William. C'est un plaisir, et merci à toi, Elijah. Excusez-moi, mais y a-t-il des toilettes quelque part ici? Demanda Daryl. Quoi? Demanda William. Toilette. J'ai besoin d'uriner un peu. Beaucoup, dit Daryl. Elijah et William se regardèrent et rirent. Qu'est-ce qui est si drôle? Demanda Daryl. Je te laisse avec William, dit Elijah. À plus, mon pote. Le lendemain de l'accident, Graham Barton regarda les informations et sourit. Ces gars avaient accompli la tâche exactement comme il l'avait demandé. Le camion a explosé après que le conducteur a perdu le contrôle et a tellement brûlé qu'aucun reste n'a pu être identifié. Maintenant, ce chauffeur agité ne causera plus de problèmes. Sa veuve recevra l'assurance de Daryl mais en raison de ses problèmes. Elle ne pourra pas utiliser l'argent, alors il l'a forcé à signer un document lui donnant le contrôle sur ses biens à l'avance. Bien sûr, elle l'a signé après qu'il lui ait déjà donné le médicament, mais cela ne le dérangeait pas. Il rit en se servant un verre de whisky. Cependant, sa célébration ne dura pas longtemps. Quand il revint à son bureau, il vit devant lui un homme grand et mince habillé comme un cow-boy d'un vieux western américain. « Qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici ?» exigea-t-il. Se souvenant du vieux revolver Webley Mk Roman 6 dans son tiroir de bureau, il ouvrit lentement le tiroir et le sortit. Le cow-boy sourit, levant son pistolet. « La justice, dit le cow-boy. « Quoi? Demanda Graham. « La justice. C'est qui je suis. Justice au peace. Et je suis venu te chercher, dit le cow-boy. Reste là où je tire, dit Graham. Le cow-boy rit. Tire. Je suis déjà mort. D'ailleurs, n'as-tu pas entendu? Personne dans l'erreur ne peut tenir face à quelqu'un dans le juste s'il avance toujours. Quoi? Demanda Graham. Tire. Elijah fit un pas vers lui et il appuya sur la détente. Il vit que cela ne servait à rien et le cow-boy était toujours là avec un sourire sinistre. Les yeux de Graham s'élargirent de peur et il appuya 2 fois sur la détente avec le même résultat. Je suppose que je vais devoir acheter une nouvelle chemise maintenant, dit Elijah en s'approchant de Graham. Elijah regarda en bas, voyant que Graham avait mouillé son pantalon. Abandonne, dit-il, entendant une voix derrière lui. Il se retourna et vit Royson et Mike entrer dans la pièce avec leurs armes pointées. Quand ils virent Elijah, ils baissèrent leurs pistolets et s'approchèrent de lui. Mike sortit les menottes et les mit à Graham. « Comment es-tu arrivé ici ?» demanda Royson. Elijah sourit. « Secret professionnel, dit-il. » Ils virent des trous de balles dans le dos de sa chemise et le regardèrent avec confusion. « Ça va ?» demanda Mike. « Ça va, mais maintenant j'ai vraiment besoin d'une nouvelle chemise, dit Elijah. Lizzie va être très contrariée. C'était sa préférée. Lizzie demanda Royson. Ma femme, dit Elijah. Elle a fabriqué cette chemise elle-même il y a de nombreuses années. Je vois, dit Royson. À ce moment-là, Houston entra en courant dans la pièce. Je crois que nous avons trouvé Cynthia Henderson, dit-elle. Est-elle en sécurité? Demanda Royson. Houston secoua la tête. Il semble qu'il lui ait administré la même substance que celle utilisée sur John, dit Houston. Royson se tourna vers Graham. Où est l'antidote? Demanda-t-elle. Il ne dit rien et elle le secoua, pressant son visage contre le sien. Où diable est l'antidote? S'écria-t-elle. Il jeta un coup d'œil à son bureau et elle s'approcha, ouvrant les tiroirs jusqu'à ce qu'elle trouve une seringue contenant quelque chose à l'intérieur. Est-ce l'antidote? Demanda-t-elle, tenant une seringue. Il hocha la tête. Il vaut mieux que ce soit ça. Sinon, je laisserai ce Yankee te nourrir au chien. Littéralement. Tu m'as compris? Il hocha de nouveau la tête et Royson s'enfuit, suivi de Houston.
Elijah tenait Graham par le col et plongea son regard dans ses yeux. « Cette femme a intérêt à survivre, dit-il. Il jeta un coup d'œil à Mike. « Ne t'en fais pas. On l'a, » Mike dit. « Il ne va nulle part ?» Elijah hocha la tête, puis se tourna pour retrouver Royson et Houston. Il les trouva dans une autre pièce du manoir, debout à côté du lit. Allongée sur le lit, une jeune femme blanche aux cheveux roux. Ses yeux étaient grands ouverts et elle marmonnait quelque chose qu'il ne pouvait comprendre. « Qu'est-ce qu'elle a ?» demanda-t-il. « Elle a été droguée avec une substance psychotrope très puissante, dit Royson. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Elijah. « C'est un médicament qui attaque le système nerveux, dit-elle. Si elle y est exposée pendant longtemps, cela pourrait causer des lésions cérébrales permanentes. Nous travaillons sur un antidote depuis que nous l'avons rencontré pour la première fois l'année dernière. » Pendant qu'il surveillait toute réaction à ce que Graham appelait l'antidote, John entra dans la pièce avec un policier en uniforme et 2 secouristes. Royson expliqua avec quoi Cynthia avait été droguée et leur remit une seringue avec l'antidote. Les secouristes vérifièrent ses signes vitaux et la chargèrent sur un brancard pour la transporter à l'hôpital. 2 autres policiers en uniforme emmenèrent Graham. « Vous êtes arrivés rapidement, dit John. Où est Daryl ? » « Il est en sécurité, dit Elijah alors que Royson et Mike entraient dans la pièce. Nous l'avons sorti avant que le camion ne s'écrase et explose. Je le récupérerai si vous dites que le danger est passé. Je préférerais attendre un jour ou 2 pour être sûr, dit Royson. Graham n'est pas seul. Il a aidé à saboter ce camion et je ne serais pas surpris si Cynthia était aussi impliquée. Appelons ça du hasard. D'accord. Et Graham ? Que va-t-il lui arriver maintenant ? Demanda Elijah. Il sera jugé pour ses crimes et s'il est reconnu coupable, il ira en prison pour très, très longtemps, dit Royson. Elijah hocha la tête. J'espère bien, dit-il. Quant à vous, ajouta Royson, je pense que nous avons peut-être été un peu hâtifs dans notre évaluation initiale malgré la ressemblance frappante avec quelques vieilles photographies. Bien sûr, il est impossible qu'un vétéran de la guerre civile soit en vie et en bonne santé. Marchant jusqu'à ce jour sans parler de boire de la bière à Sheffield, n'est-ce pas? Eh bien, cela me semble logique, dit Elijah. Je suis sûr que nos supérieurs seront heureux d'apprendre cela, dit-elle. N'est-ce pas, John? Oui, je suis d'accord. Nous avons déjà assez à faire, dit-il. Et je suis content d'entendre cela, dit Elijah, abandonnant son accent un instant. Alors nous sommes amis maintenant, demanda Royson. Je suppose que oui, dit Elijah en tendant la main. Royson l'accepta, tout comme John. Penses-tu pouvoir nous aider de temps en temps? Demanda-t-elle. Bien sûr, dit Elijah. Il suffit de demander justice. Je serai là. Merci, dit-elle. Ellie inclina son chapeau, puis se retourna et s'éloigna. Quelques instants plus tard, ils entendirent un faible hennissement et le bruit de sabots. Ellie entra dans le saloon et vit Daryl et William assis à la table en train de jouer aux dames. Chacun avait une chope de bière à proximité sur la table. Ils avaient l'air de bien s'amuser. « Eh bien, je vois que vous vous entendez à merveille, » dit Ellie. « Salut, Ellie, » répondit Daryl. « William me met la pression ici, mais ouais, on passe un bon moment. »« Je suis content de l'entendre, » dit Ellie. « Prêt à rentrer chez vous ? » « Je pense que oui, » dit Daryl. « Après 2 jours, je ne dirai pas non à une douche et je serai ravi de retrouver des toilettes normales. » William rit et acquiesça. « Il est temps pour moi de rentrer aussi, Ellie, » dit William. « Oui, c'est le moment, » dit Ellie. « Écoute, Daryl, souviens-toi, tu as beaucoup de gens qui veillent sur toi. N'oublie jamais ça, » dit William. « Je n'oublierai pas, William. »« Et merci, » dit Daryl en serrant la main de William. « C'était un honneur de te rencontrer. Et pour moi aussi. Cousin, ne t'en fais pas, j'ai le sentiment qu'on se reverra, » dit William avec un sourire. Sur ces mots, William se leva et quitta le saloon. « Êtes-vous prêt ? » demanda Ellie. « Oui, » dit Daryl avec une pointe de tristesse dans sa voix. « Alors, de quoi avez-vous discuté pendant 2 jours avec William ? » demanda Ellie. « William m'a raconté son histoire, » Daryl dit. « Ce à quoi ressemblaient ces temps, son passage dans l'armée, la bataille de Fort Wagner. Il a vraiment vécu l'enfer, n'est-ce pas ? Oui, je suis passé, dit Ellie. On a parcouru un long chemin, n'est-ce pas, Ellie ? Je suppose, dit Ellie. Mais nous avons encore du chemin à faire.
Mais nous avançons dans la bonne direction. Ça fait réfléchir à beaucoup de choses, tu sais, dit Daryl. À quoi penses-tu? Demanda Ellie. Ma mère a été la première de notre famille à aller à l'université. Elle a toujours voulu que je fasse mieux qu'elle. Mais me voilà, juste un chauffeur de camion, dit-il. J'y ai réfléchi. J'ai fait les calculs, et si je fais attention, peut-être prendre un prêt étudiant, je pourrais obtenir mon diplôme par mes propres moyens. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Demanda Ellie. J'aimerais quelque chose qui rendrait ma mère fière, dit Daryl. Peut-être le droit ou la médecine. Je pense que ta mère serait fière peu importe ce que tu choisis, Daryl. C'est juste comme ça qu'elles sont, dit Ellie avec un sourire et un clin d'œil. Quelle nouvelle de Cynthia? Demanda Daryl. Eh bien, elle a repris ses esprits après ce que Barton lui a donné, dit Ellie. Pas de dommages permanents, selon le médecin. Du moins pas encore. Mais cela pourrait changer. Quoi? Un médecin? Désolé, docteur, dit Ellie. Quoi qu'il en soit, la police l'interroge, elle et Barton, depuis qu'elle s'est réveillée. Ça ne s'annonce pas bien. Que veux-tu dire? Demanda Daryl. On dirait qu'ils étaient dans le coup ensemble. Ils voulaient te sortir de la route. Définitivement. Ils ont eu l'idée de saboter ton camion pour que tu aies un accident mortel. Quelques gars de Barton dans ta cour travaillaient sur l'avant ou peu importe comment ça s'appelle pour que tu perdes le contrôle et aies un accident. Ensuite, Barton a décidé d'immobiliser ta femme. Je pense qu'il avait peur qu'elle change d'avis et témoigne contre lui, et il voulait contrôler tout ce qu'elle pourrait obtenir de ta mort. Alors, il a utilisé une sorte de drogue qui provoque des lésions cérébrales. Ils sont tous les deux inculpés de tentative de meurtre et de complot. Je pense que c'est un miracle que tu aies survécu à cet accident, a dit Elijah avec un sourire en coin. Quels sont tes projets pour ta femme? Je vais divorcer de cette garce, a dit Daryl. Elijah hocha la tête et sortit la carte de sa poche. Voici le nom d'un bon avocat, dit-il. On dit qu'il est l'un des meilleurs. Merci, dit Daryl. As-tu vraiment vécu ici autrefois? Oui, à environ 7 miles d'ici, en fait, dit Elijah en montrant du doigt en direction de la ville. Maintenant, c'est un monument historique. Si tu es jamais dans le coin, passe me voir. Je pourrais le faire, dit Daryl. Comporte-toi bien si tu y vas. On dit que le shérif est un vrai dur à cuire, dit Elijah avec un sourire. Je prends note, dit Daryl. Et si on prenait une bière? C'est ma tournée. Marché conclu, mon pote, dit Elijah avec un sourire. Amos ouvrit la porte après avoir entendu un coup. En l'ouvrant, il vit Elijah debout avec un petit pack de 4 bières, une marque qu'il n'avait jamais vue auparavant. J'ai entendu dire que Sheffield fait de la bonne bière, dit Elijah. Je pense qu'on peut vérifier si c'est vrai. Bien sûr, dit Amos. Entre. Je pensais, si ça ne te dérange pas, passer la nuit ici et emmener les enfants pêcher demain, dit Elijah en entrant. Les enfants adoreraient, grand-père, dit Amos, prenant les bières. Il fut surpris qu'elles soient déjà fraîches, alors il en tendit une à Elijah, en prit une pour lui-même et mit le reste au réfrigérateur. Allons dans le jardin, dit-il en prenant les cigarettes sur la cheminée. Ils s'installèrent dans des fauteuils et allumèrent, appréciant bière et cigarettes. En se relaxant, ils se mirent au courant des événements récents. C'est en fait une bonne bière, grand-père, dit Amos en prenant une gorgée. Oui, pas mal, dit Elijah. À ce moment-là, Danny les avait rejoints sur la véranda. Dis-moi, grand-père, pourquoi as-tu laissé les Britanniques abandonner Barton et Cynthia? Demanda Amos. Ce n'est pas ton genre. Eh bien, voilà, mon fils, dit Elijah. Je sais avec certitude que Barton a des problèmes cardiaques. Je pense qu'il tiendra encore quelques années, mais pas plus. Ensuite, il répondra à un juge bien plus élevé. Et la femme? Demanda Amos. Eh bien, le médicament psychotrope que Barton lui a donné va lui causer beaucoup de problèmes à l'avenir. Ils ne le savent pas encore. Elle passera un certain temps derrière les barreaux, mais le reste de sa vie sera misérable. Et Acme? Demanda Danny. Ils auront de sérieux ennuis pendant longtemps. Je doute qu'ils survivent. L'essentiel est que la justice a été rendue. Elle triomphe toujours à la longue. Le procès s'est déroulé assez rapidement. Travaillant avec l'équipe de Royson, la police locale a bien rassemblé les preuves contre Barton et Cynthia, et le procureur a présenté un dossier solide.
Daryl a parlé avec confiance au tribunal, répondant directement aux questions de l'avocat, même lorsque la défense a essayé de l'humilier ou de l'irriter. Cynthia prétendait ne pas savoir que Barton et ses hommes avaient l'intention de tuer Daryl, mais le procureur a rapidement et facilement démoli cet argument. Même si elle ne connaissait pas l'intention de son amant, comme elle le prétendait, a dit le procureur, elle savait qu'ils avaient l'intention de causer de graves dommages et n'a toujours rien dit à personne, ce qui faisait d'elle une complice. Le jury a été très impressionné par un jeune homme noir et les arguments de l'accusation. Quand tout a été fini, personne de la défense, y compris Barton et Cynthia, n'a pu regarder Daryl dans les yeux. Ils ont rendu un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Le juge a prononcé une peine sévère mais a reconnu que Cynthia était aussi une victime de Barton. Ils ont été emmenés hors de la salle d'audience et envoyés en prison. Le divorce de Daryl est devenu une évidence après le procès, et Acme a rapidement réglé avec lui pour une somme d'argent très importante, mais non divulguée. La société a été attaquée par des poursuites judiciaires et des mesures gouvernementales et a finalement été contrainte de fermer. De nombreux autres cadres et managers ont également été inculpés. Jean Stein, le meilleur mentor de Cynthia, a vu où les choses allaient dès le début et a décidé qu'il était temps de trouver du travail ailleurs en utilisant ses contacts dans l'industrie du divertissement. « Eh bien, maintenant que tu as gagné, que vas-tu faire de l'argent ?» a demandé la mère de Daryl lorsque le procès a été réglé. « La première chose que je ferai, c'est emmener ma sainte mère dîner », a dit Daryl avec un sourire. Elle a été son rock pendant ce temps et il sentait qu'il lui devait. « Et ensuite, je vais aller à l'université. » Ses yeux pétillaient à cette idée. « Merveilleux, a-t-elle dit. Et que vas-tu étudier en plus des jeunes filles ? Je pense que je veux étudier le droit, a-t-il dit. Elle a acquiescé. Vraiment, je suis impressionné. Tu as une tête brillante et un cœur de lion, a-t-elle dit. Je pense que tu réussiras. Dis-moi, mon fils, as-tu appris quelque chose de tout cela ? En fait, maman, oui, a-t-il dit. Elle l'a regardé, surprise par sa nouvelle confiance et son ton. Et pourquoi ? A-t-elle demandé. Ce qu'un ami m'a récemment dit, a-t-il dit. Personne qui a tort ne peut s'opposer à quelqu'un qui a raison s'il continue d'avancer. Elle a acquiescé, réfléchissant à ses paroles. Puis elle a souri et ses yeux pétillaient. J'aime ça, a-t-elle dit. Et je suis tout à fait d'accord. J'aimerais rencontrer ce sage ami à toi. Peut-être un jour tu pourras, a-t-il dit. Allons dîner, a-t-il demandé, lui tendant la main. Bien sûr, a-t-elle dit, souriant en acceptant sa main. J'ai faim.